On met toute richesse, on ne peut pas nourrir la population, on ne peut pas faire absolument rien, non? Songez dans le coronavirus, tout pays ferme les frontières. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va nourrir la population? L'agriculture, c'était pratiquement 50% dans l'année 60-70, 50%. Aujourd'hui, on a combien de les 17%. L'entrepreneur, ce n'est pas rien, mais l'agriculture, il n'y a pas rien, mais l'agriculture, non? L'entrepreneur a besoin de regarder, est-ce qu'il y a des opportunités de profit dans tel secteur? Le moyen de tout changer aujourd'hui, c'est l'agriculture. Et si on sauve l'agriculture, on aura le temps de changer pas mal d'autres choses. Si je suis en France, je vais mener la vie normalement, je suis supposé qu'à réaliser la vie sans absolument aucun problème. Mais moins motivé par l'idée d'aider à faire une différence en Haïti. Quand moi fini étudier dans le lycée Fabre Nicolas Geffroy, honnêtement, je ne sais pas qui ça me va l'apprendre. Il se trouve que papa, qui est mort en 2007, papa m'a toujours voulu pour médecin. Donc quand moi à l'école, tout ça que dans tête moi c'est étudier médecine. Mais il se trouve que c'est premier petit sous les parents moi. Donc maintenant il se trouve que j'ai 3 frères après. Maintenant à l'étude de médecine, je me rends moins compte que la duré trop de temps après papa mourir. C'est-à-dire qu'il y avait uniquement maman qui a supporté nous. Moi je dis peut-être que médecine n'a pas plus bon bagage là. Je vais dans préfac pour qu'on ça me l'étudier. Je vais dans préfac en fait, gona préfac gonaïf, je vais là-dedans pour qu'on ça me l'étudier. Mais il se trouve que bon groupe d'amis là-dedans de regretter mémoire chez Lomi Lacoste très intelligent. Johnny Jean qui sont l'autre amis encore, le ça nous va l'entrer souffler dans préfac ensemble. Nous dit on aller dans axe sciences humaines et sociales. Et puis, je me dis, monsieur, qui c'est Action humaine et sociale là? Il se trouve que chez Lomi, tu as beaucoup plus d'informations que nous, de l'école lui-même, qui est peine en Gonaïve. Je me suis dit, on allait, etc., mais ça pour nous préparer. Et puis, nous préparer le concours. On allait dans le concours là, on n'a rien du tout de qui ça me va l'apprendre, etc., on ne connaît pas. Maintenant, chez Lomi, chez Lomi, premier lauréat, moi, deuxième lauréat, etc., etc. C'est comme ça d'entrer dans le concours. Et puis, dans le même moment, moi, j'entendais parler de CTPEA, qui sont l'école, dès pour finir là-dedans, on a besoin de travail. Mais maintenant, on me dit, qui ça gagne là-dedans? Économie, statistique, etc. Donc, économie, c'est évident pour moi. Parce que, pas oublier, non, il y aurait l'économie. Mais économie, c'est le CO qui manque. Pour faire économie, pratiquement. Donc, c'est-à-dire, c'est pratiquement la même chose. Vous comprenez? Donc, c'était évident que je allais étudier économie. Et je fais partie de, peut-être, rares étudiants dans la promotion maintenant qui, en général, étaient qualifiés pour faire n'importe quel département que je voulais faire. Parce qu'en réalité, c'était PEA, j'ai tendance pour statistique, parce que si monsieur Statio, et yon en maths, c'est plus facile pour intégrer le marché du travail là. Depuis mon arrivée, moi dit m'a fait économie. Évidemment, j'étais qualifié pour me faire n'importe bagaille de par moyenne moi choisi faire économie et CTPEA. Donc mais comment si vous voulez me tomber dans la question économie que je ne regrette du tout et que Jean-Claude Zolien me font seul avec presque. Je oublié ça, l'homme vient de Port-au-Prince, je ne pas contre personne, c'est ton cousin qui t'a vu Port-au-Prince, lui-même c'était étudiant tout. Autrement dit, quand je suis à Port-au-Prince, je ne pas ni marraine ni parraine. Après, moi, fini étudier CTPEA, moi, fait des expériences de travail en Haïti. Moi, travaille dans plusieurs institutions publiques, comme consultant privé ou bien institutions internationales, justement, pour que je commence à expérimenter. Maintenant, il se trouve qu'après, moi, parti aller en France, dans l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, pour mal faire études en économie du développement. Alors, on dirait études du développement avec une spécialité dans l'économie. Donc, c'est économie du développement. Moi, je étudier en France, moi, tourné justement en Haïti, je ça. Là, je étudier en France, il y a plusieurs institutions qui offrent du travail. Je que une institution, il y en a plus une institution de sondage et de statistiques en Europe, ils ont écrit moi sur les réseaux sociaux, ils ont dit qu'ils ont fait recherche sur LinkedIn et en particulier, ils ont demandé est-ce que madame travaille avec eux. Moi, je fais un premier espèce de stage avec eux. Et puis ensuite, ils ont demandé pour aucun bé. Moi, je dis non, je vais tourner à Haïti. Ils ont dit, bon, Haïti, son pays a des problèmes. On a parlé là de 2018. 2018, c'est le moment où nous commençons à demander coup de compétition au Caribéa pratiquement. Donc, c'est-à-dire que période ça, c'est une période un petit peu difficile en Haïti. Nous, dans le moment mondial là, on va oublier. Après, mondial, justement, gaz monté et puis pratiquement des blousailles dans le pays. Moi, ils ont dit, nous, qu'on va tourner, nous quitter le pour n'importe où, voulez venir encore dans bon job là pratiquement. Et puis, moi, je tourne à Haïti, je regrette. Et puis, évidemment, moi, j'ai exercé activité professionnelle en Haïti. Je enseigné dans l'université, en particulier CTPEA. Moi, j'ai firme de consultation, Proico Haïti. Et puis, évidemment, j'ai fait, et allons dire, de service à la communauté dans mes interventions dans les médias, comme je fais avec vous aujourd'hui. Et puis ensuite, justement, il y avait une opportunité de Fulbright. Donc, moi, parti à l'étudier aux États-Unis. Moi, étudié dans l'université Cornell University. Ensuite, moi, tourné encore en Haïti et vraiment
jusqu'à présent, moi, ce n'est pas le seul monde qui est tourné en Haïti après me bénéficier de ça. Donc voilà pour parcours. On va comprendre que je suis chanceux en pile, puisque j'étudie en Haïti, peut-être, en tout cas, dans l'école de la République, si vous voulez, c'est-à-dire peut-être l'école d'excellence de la République, c'est que je suis chanceux de m'avoir un bon pour ça du tout. Moi, j'étudie en France, il y a une plus école en France, Paris, en Sorbonne. Moi, j'étudie aux États-Unis, il y a une grosse école, et si vous voulez, dans le monde entier. Donc, tout ça, c'est peut-être parce que moi, je suis chanceux, et puis avec quelques petits efforts individuels, mais tout ça, pratiquement, un seul fil conducteur, un seul fil rouge, qui c'est Haïti. Donc, c'est grâce à Haïti, moi, bénéficier de toute bagaille ça. Et comme moi, bénéficier de yo, moi, senti que moi, j'ai une responsabilité pour me give back. C'est-à-dire que pour me participer dans la construction, on meilleure la vie en Haïti. C'est pour ça que je toujours dit que demain doit être plus belle. Si je suis en France, je vais mener la vie normalement, c'est-à-dire que je travaille. Si après Cornell, je suis aux États-Unis, j'ai un bel salaire, je vais travailler dans la finance, par exemple, dans le secteur de la finance, côté bien payé, évidemment, j'ai un bel salaire, je vais vivre normalement. C'est-à-dire que je suis supposé qu'à réaliser la vie sans absolument aucun problème. Mais je pense que moi motivé par l'idée d'aider à faire une différence en Haïti. C'est comme si on constatait que le besoin de quelque chose d'important, le besoin de participer à changer des dynamiques en Haïti pour moi-même les posséder. Donc, besoin ça à posséder en réalité. Et que à chaque fois, je me rends compte que dans quelque chose qui est dans le domaine, ou bien qui est pour un domaine pratiquement, qui a quelque chose qu'on doit faire, moi toujours essayer de regarder pour moi est-ce que je peux venir à quelque chose de nouveau, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la formation, que ce soit dans des discussions, que ce soit dans des salles de classe, dans n'importe domaine pratiquement, vraiment motivé par l'idée de faire une différence. Et surtout, moi je voulais que dans tout ça m'a fait, comment on peut améliorer. Quand on doit améliorer, c'est pas peut-être moi seulement, non. M'a fait cours, par exemple, à l'université, mais comment m'améliorer pour que les étudiants soient capables de faire plus que moins. M'a fait formation pour des groupes de jeunes. Moi, vraiment, à réfléchir comment je peux faire quelque chose de classe internationale pour que les gens bénéficiaires de la formation soient capables de jouer plus que moins. Donc, ça qui motive véritablement, c'est l'idée de contribuer à faire une différence dans ce pays qui vraiment besoin s'ouvrir en l'autre trajectoire, je dis. Agriculture, au fait. Allons dire que premier article moi écrit le étudiant, c'était en 2014. J'étais étudiant au CTPE encore, comme dans la troisième année, quelque chose comme ça. Moi écrit un article dans Nouvelliste, premier article m'écrit dans le journal national, c'est-à-dire dans Nouvelliste. Bon, journal national, parce que quand moi j'étais à l'école, lycée Fabre-Nicolas Geoffroy, il se trouve que tu gagné un journal scolaire qui est La Colombe des rédacteurs en chef. Donc, je t'ai écrit. Mais non, le journal national, c'était vraiment la première fois, mais un article qui est l'agriculture, bah, j'ai oublié ça, 2 points, une filière capable de donner un nouvel élan à l'économie nationale. Donc, depuis le ça, moi intéressé à l'agriculture parce que quand je regarde ça le gagne comme potentiel, si vous voulez, moi je dis agriculture, peut-être que si nous avançons à clé, les capables de nouvel élan à l'économie nationale. C'est soufflé, c'est peut-être première connexion professionnellement avec l'agriculture. Mais comme nous, dans la pratique ou bien dans la vie, c'est pas de première connexion avec l'agriculture. Parce qu'il se trouve que mes parents viennent de l'Esther. L'Esther sont communes essentiellement agricoles, puisque c'est bastion du riz dans le pays d'Haïti. Maman, papa, me travaille du riz, déjà du riz. Maman, pratiquement, qu'on est dans du riz. Et maman, c'est un grossiste du riz. C'est-à-dire que c'est une question agriculture pratiquement. Il y a toujours une connexion ça avec le domaine agricole là, avec le secteur agricole là, puisque c'est lui qui te nourrit, qui fait me lever pratiquement, qui peut-être fait que moi et mon moyen à parler avec nous aujourd'hui. Donc, nous avons une connexion avec. Mais maintenant, il se trouve que sur le plan professionnel, évidemment, dans mon livre publié en 2019, Pourquoi Haïti peut réussir, moi fait un plaidoyer justement pour l'agriculture là-dedans parce que moi pensais que nous avons un potentiel à clé. Et puis évidemment avec le temps, moi fais un ensemble de consultations avec ma firme de consultation et là-dedans il y a plusieurs qui touchaient le domaine agricole. Donc domaine agriculture là, moi j'ai une proximité et extrêmement intéressante à clé. Bon, écoutez, le livre qui est écrit en 2019, là, c'est extrêmement important, c'est, allons dire, en réponse
avec une conception globale qui gagne en Haïti. Conception globale là qui t'a véhiculé cap ton chemin, c'est que c'est comme si m'dado Haïti est destiné à être une équation sans solution. C'est comme si m'dado conception c'est que Haïti comme les choisi pour le pauvre, ils sont équation pas jamais justement résoudre. Moi je te dis que non, Haïti pas comme si m'dado non situation de fatalité côté que les pas jamais sorti dans sa lière et puis véritablement moi monter sur computer moi écrire livre. Le livre là pratiquement son livre qui est divisé en 3 parties. Vous avez jusqu'à présent, c'est que évidemment, première partie qui fait diagnostic situation, hein, et puis en deuxième partie qui garde qui ça cause yoyé, c'est-à-dire que qui vraiment ça que mettez nous là, et puis en troisième partie justement qui dit que et mais sous qui ça Haïti capable parier pour que le sorti dans sa lière, et puis évidemment livre là montre que Haïti a un ensemble de moyens, il a un ensemble de capacités, il a un ensemble de potentialité que s'il mobilise, il est capable de sortir justement dans sa lière. Donc en gros, le livre a montré que Haïti, c'est pas une équation destinée à être sans solution. Haïti pratiquement a beaucoup de choses pour réussir et que le pays a réussi. Quand le livre est disponible, il est disponible dans la Pléiade, il est disponible sur Amazon, il est disponible sur un pilote plateforme encore qui gagne. Malheureusement, l'agriculture là, est dans une mauvaise situation aujourd'hui. En mauvaise situation, on peut regarder plusieurs façons. On peut regarder, par exemple, dans le développement lui-même, c'est-à-dire dans la croissance. Il se trouve que le secteur agricole n'a pas connu de croissance, allons dire, durant les 15 dernières années. Si vous voulez prendre rapidement les statistiques disponibles qui sont publiées par IHSI, Institut haïtien de statistique et d'informatique, on prendre en compte que de 2009-2010 jusqu'à 2024 pratiquement, bon, si vous voulez même jusqu'à 2025, ce qui arrive, c'est que le secteur agricole, sur toute la période, en moyenne, il connaît une croissance négative. Ça veut dire que, d'ailleurs, quand même, bon chiffre là, c'est moins 1,4% si vous voulez, de 2009-2010 à 2023-2024, puisque nous font travail sur ça justement déjà. Donc, une croissance négative. C'est le seul secteur qui, pour période ça, a cumulé une croissance négative. Évidemment, le secteur secondaire, pratiquement, il n'est pas trop bien, mais c'est quand même, ils font croissance positive. Même gens pour le secteur tertiaire là. C'est uniquement l'agriculture qui est dans cette situation ça. Et sous garder, sous 7 dernières années, l'agriculture, c'est croissance négative après croissance négative. Et d'ailleurs, pour l'année 2025, là, pour l'année 2024, là, par exemple, c'est moins 5% pratiquement. Et c'est pratiquement le même chiffre pour l'année 2025 qui s'est passé. Donc, l'agriculture, là, elle a perdu en valeur ajoutée. Valeur ajoutée veut dire que ça a gagné comme richesse, li perdu la donne année après année. Donc, chiffre ça, il est déjà suffisant pour le montrer que, écoutez, le secteur agricole, c'est un secteur en déclin. Son secteur en déclin. Même qu'à l'autre chiffre, comme par exemple, la part de l'agriculture dans le PIB, par exemple. Dans le PIB national, l'agriculture, par exemple, sous regardez années 60-70, l'agriculture, c'était pratiquement 50% de richesse nationale. Là. OK? 50% dans l'année 60-70, 50%. Je dis, on combien lié? Les 17%. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Chiffre ça, pourquoi? Pas veut dire rien, non? Parce que ça veut dire que dans l'assiette richesse nationale là, il y a l'autre secteur qui prend beaucoup plus d'importance, notamment le secteur service là, par exemple. C'est ça, la tertiarisation de l'économie. Donc, c'est comme si, puisque le secteur service là lui-même l'a développé, notamment avec des services numériques, notamment avec technologie, ce service là développé en pile pratiquement. Comme il est développé par l'autre secteur, et en particulier l'agriculture dans le pays, il baissé. Il se trouve que, à un moment donné, dans l'histoire économique mondiale, le secteur qui était beaucoup le plus important, c'était donc le secteur agricole. Parce que ce qui arrive, c'est que on considère l'économie au Moyen-Âge pratiquement, c'était donc la recherche des pierres précieuses. C'était donc, et si vous voulez, rechercher un ensemble de ressources naturelles pour gagner, comment on mettait en valeur. C'est ça qui va donner naissance à un autre secteur pratiquement, qui c'est le commerce. Mais c'était beaucoup plus le commerce de tout produit, ça, produits agricoles. Maintenant, l'agriculture était beaucoup plus pesante pratiquement dans l'activité économique nationale. Mais au fur et à mesure que le monde avance vers la sophistication, il y a un ensemble d'autres secteurs qui peuvent émerger, et en particulier le secteur des services. C'est pour ça justement une tertiarisation de l'économie. Le secteur des services tellement prend importance, par exemple au niveau mondial, je dis en la c'est vraiment
c'est la financiarisation des économies. C'est-à-dire que le secteur financier a pesé en pile aujourd'hui dans l'économie. Et le secteur financier, c'est le secteur des services pratiquement. Donc, comme il pesait en pile, donc il prend plus place, même si l'agriculture n'a pas baissé lui-même. C'est ce qui est arrivé au niveau mondial. C'est que l'agriculture est beaucoup plus productive. Par exemple, aux États-Unis, productivité agricole augmentée, c'est vrai, mais sauf que sa participation dans le PIB l'a baissé parce que le secteur service là allait trop vite. Même le secteur secondaire là allait également vite. Donc, l'agriculture là l'a baissé en importance. Donc, en Haïti, c'est aussi la situation. C'est qu'il se trouve que l'économie entrée dans ce service-là, il a accéléré à partir de l'année 90. Dans l'année 2000, c'est pratiquement ça net. C'est-à-dire, nous, notre tertiarisation de l'économie, secteur service-là, il prend importance. C'est un. Mais le problème en Haïti, c'est que non seulement l'agriculture a perdu en part relative, mais elle a perdu tout en valeur absolue. C'est-à-dire, qui ça même lié, c'est-à-dire en dedans lui-même, c'est-à-dire son développement interne l'a perdu là-dedans. Donc, là, on a deux situations, ça, pas l'autre mot que agriculture, là, justement, son secteur qui est en déclin et c'est inacceptable. Mais malgré tout, si on prend chiffre Organisation internationale du travail, chiffre OIT, chiffre Banque mondiale, on met à regarder, on va prendre en compte que jusqu'à présent, l'agriculture à elle seule, lui représentait 46% de l'emploi en Haïti. 46% de tout job qu'il y a en Haïti. Mais on est d'accord que l'emploi ça est malheureusement informel. On est d'accord que l'emploi ça est extrêmement précaire, puisqu'il y a là très saisonnier quand vous avez une récolte. Mais l'emploi ça est, par exemple, il y a un salaire qui est extrêmement bas. Mais quand même, l'agriculture, là, justement, l'y participer à la création souvelée et il y a un niveau d'emploi qui est considérable par rapport à la taille de l'économie. Donc, clairement, l'agriculture est en déclin, mais malgré tout, l'agriculture continue à peser sur la vie en Haïti. Soit essayer de comprendre les causes du déclin de l'agriculture en Haïti, il faut que tu as classé causes pratiquement en des éléments structurels, mais également des éléments très conjoncturels. Par exemple, du point de vue de la structure, il se trouve que, à travers le temps, ça c'est extrêmement important, on n'a jamais mis en place de plan de développement agricole qu'on a suivi véritablement. C'est pas que pas jamais un plan. Nous avons toujours fait plan. Mais le problème, c'est que jamais nous pas exécuté plan dans l'ordre, en pile fois nous quitter à terre. En pile fois, c'est problème de financement. En pile fois, c'est problème de la continuité de l'État. Moi, bon exemple. Par exemple, au moment où nous parlons, il y a un plan de développement agricole. Bon plan de développement agricole sur la période 2010-2025. Mais qu'est-ce qui s'est passé pratiquement avec le plan ça? Ça qui s'est passé, c'est que le plan, pas un, il est sous-financé. Mais deuxièmement, le problème qu'on a, c'est que pas de personne qui suit le plan vrai. C'est même déjà tout le plan. Par exemple, en Haïti, nous avons PSDH, le plan stratégique de développement d'Haïti. Est-ce qu'on n'est pas un monde qui suit le plan vrai? Évidemment, il y a plusieurs problèmes. D'ailleurs, en plus, le monde pas comme ça. Plan pas jamais publié dans le journal officiel Le Moniteur, non, qui fait imposable à personne. Il n'est pas imposable à personne, non. C'est-à-dire que ce n'est pas un document de politique publique qui est destiné aux visions à laquelle l'ensemble des dirigeants doivent adhérer véritablement, puisque ce n'est pas publié dans le journal officiel de la République. Et ça, c'est un problème véritable. Mais c'est ce qui se passe, c'est que dans le temps, il n'y a jamais un plan, une véritable vision de l'agriculture qui est suivie par les acteurs tel qu'elle est élaborée ou bien elle est planifiée pratiquement. Donc, ça, c'est un problème de structure. Donc, on n'a pas de plan, il n'y a pas de vision articulée pour pratiquement le développement de l'agriculture et ça, c'est un problème véritable. Évidemment, après ça, on parle d'un ensemble d'autres causes. Par exemple, le problème de l'investissement. Et quand nous parlons de l'investissement, il y a l'investissement public dans l'agriculture. Par exemple, sur le budget ministère de l'Agriculture, on va se rendre compte que c'est pratiquement autour de 30%, oui, toujours pour l'investissement, mais l'investissement dans quelles conditions? L'investissement dans quel cadre pratiquement? C'est-à-dire que 70% c'est pour le ministère fonctionner, mais vraiment dans le budget, c'est autour de 30% pour l'investissement. Ça, c'est un, c'est l'investissement public. Mais si vous regardez l'investissement privé, semaine ça, il y a un rapport qui sort dans la Banque centrale là. Un rapport sur le crédit. Vous comprenez quel pourcentage crédit qui va au secteur agricole là au 30 septembre 2025? 0,7%. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'investissement privé dans l'agriculture, tout comme il n'y a pas d'investissement public dans l'agriculture. Mais maintenant, si vous retirez l'élément ça, vous voulez continuer à avancer dans l'élément de cause, c'est que vous avez
un pays qui est très vulnérable, soulevé aux aléas climatiques. Mais il se trouve que secteur qui est exposé à cette vulnérabilité, c'est justement le secteur agricole. Parce que tout simplement, c'est un pays qui n'a pas construit sa résilience dans le temps. Comme le pays n'a pas construit résilience dans le temps, ça a lui posé un problème véritable. Donc l'agriculture est très exposée. Et quand il est exposé, qu'on se rend compte ce qui passe, c'est que l'investisseur ne va pas venir. Parce que le risque dans le secteur pour perdre de l'argent, là, le risque est trop élevé. Donc l'investisseur n'arrive pas pratiquement. Et l'État n'a jamais pris sa part de risque dans le secteur, notamment avec la mise en place d'un ensemble de programmes d'assurance. Donc, on n'a jamais fait ça pratiquement. C'est un problème véritable. Mais maintenant, bon, l'autre élément, je ne vais pas mentionner du tout. C'est l'incapacité du secteur agricole à faire face à la concurrence internationale assumée. Il y a une concurrence assumée. C'est que dans les années 80, avec la mise en place des programmes néolibéraux, pratiquement, ce qu'on a fait, on a baissé les barrières douanières, et notamment pour le secteur agricole. Un chiffre, justement, qui est toujours important pour mobiliser, et c'est discuté dans mon livre, c'est que dans les années 80, tarif douanier sous importation du riz, c'était 50%. C'est-à-dire, quand c'était comme au pays, par exemple, 50%. On met aujourd'hui 3%. C'est-à-dire, sortir dans 50, arriver dans 3, comment pratiquement l'agriculteur haïtien, c'est une autre cause que nous allons mentionner tout à l'heure, qui a fait une agriculture qui n'est pas mécanisée pour faire face avec la concurrence pratiquement. Et là, c'est l'autre cause là. C'est que la façon dont on fait l'agriculture en Haïti, de 2026, j'en nous fait en 2026, là, si vous regardez les gens nous fait en 1981, il n'a pas changé profondément. Pas grand pile différence. Alors que, on ne peut pas augmenter la productivité agricole par rapport à ces concurrents qui sont très mécanisés en utilisant les mêmes techniques artisanales que nous avons utilisées pratiquement dans l'année 1981. Donc, ouais, le fait que justement, on était sous les modes de cultivation de ça pratiquement, lui poser problème. Ça veut dire que ça nous gagne là, n'est pas transformé. C'est pour ça que l'agriculture a presque une tendance à venir en agriculture de famille pratiquement. C'est une agriculture de subsistance. Et c'est pour ça pratiquement, on rend compte que la majorité des produits agricoles aujourd'hui qu'on consomme dans le pays, ils sont sortis ailleurs. C'est que le monde qui fait agriculture, tellement pas de trop de bagages pour le vendre, ça le fait assez manger le pratiquement. Ces dernières années, pratiquement, croissance négative du secteur agricole, là, c'est pas une question de choix ou pas choix. La chose, c'est que, il y a un ensemble de contraintes qui gagnent dans l'économie de manière générale et qui pas épargné l'agriculture là. Il se trouve que l'économie, pratiquement, si vous regardez par exemple 7 dernières années, on va prendre compte que parce que y a un ensemble de problèmes là-dedans, insécurité, problèmes d'investissement, etc., l'économie n'a pas avancé. Mais en même temps, pour le secteur agricole, 16 dernières années, c'est que, je ne sais pas si ça, nous avons tout touché deuxième question, c'est que, pas jamais un plan de développement agricole qui met en place. Tout plan de développement agricole, comme ça, dit ça, il n'y a pas jamais suivi. Ils ont expiré, mais ils n'ont pas jamais appliqué, vrai. Parce que le niveau d'investissement qui est prévu dans le plan, les acteurs qui doivent être mobilisés pratiquement, nous, en réalité, pas jamais fait ça, nous faisons là-dedans vrai. C'est qu'on élabore des plans, mais on ne suit pas les plans. C'est rare dans le pays à connaître, par exemple, un plan de développement agricole 2010-2025 pratiquement. Et le ministère de l'Agriculture a saisi, ouais, on ministre agriculture pratiquement, pas un bon bail comme ça, non? C'est-à-dire qu'elle n'a pas suivi pratiquement. Et quand on élabore le budget, c'est lui qui a les moyens pour mettre en œuvre le plan pratiquement. Dans le budget national, on a saisi, ouais, on n'a pas jamais parlé de question plan de développement agricole pour nous faire investissement dans tel sens ou l'autre. Oui. Donc le problème du pays en général, c'est presque pas un problème de plan, ni pour l'agriculture, ni pour le pays de manière générale. Son problème de mise en application plan, exécution plan pratiquement. Nous n'avons jamais fait ça. J'aime ça dire pour PSDH, c'est même genre. Plan de relèvement Grand Sud, c'est même genre. Prépoc, c'est même genre. Programme de développement post-Covid-19, c'est pratiquement même, c'est exactement la même chose pratiquement. C'est que il y a un ensemble de plans, mais jamais plan sous-financé, plan pas exécuté, plan pas évalué. Il y en a qui fait que majorité plan en Haïti qui est élaboré sous une administration, n'est pas exécuté, n'est pas mis en place, c'est parce qu'il y a un problème fondamental de continuité de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vision de l'État qui traverse le temps. Chaque ministre qui vient au ministère, on a l'impression que le ministère là, il est reparti à l'an zéro.
c'est comme si pas de gain que t'es fait même. Ministre venu avec de bagailles tout nouveau, tout beau. C'est-à-dire, tout ministère a net commencé à mobiliser. Il a oublié tout ça qui était en place pour l'autre suivre. C'est-à-dire, en Haïti, on a un véritable problème de continuité de l'État. Et continuité de l'État, on t'a même dit piton, continuité des actions des gouvernements qui dirigent l'État, parce qu'en réalité, comme l'État est permanent, quand il y a une politique publique, quand il y a un plan, l'État supposé permanent tout, c'est-à-dire bon, permanent dans le sens que le livre à expiration, oui, mais tout le monde qui vient pratiquement ou adhère à vision. Mais en Haïti, il se trouve que bon problème de continuité, c'est-à-dire que c'est lui qui a élaboré son plan, Babral fait suivi plan pour Babal crédit, c'est le premier problème justement. Mais deuxième problème, c'est qu'en général les plans sont sous-financés. Nous faisons des plans, nous disons mais combien comme nous besoin pour que nous exécutions plans, mais on n'a jamais mis l'argent à la disposition des plans. Nous avons des plans de sécurité. Par exemple, MMS, par exemple. C'est comme ça, on relève pratiquement. Vous relève pratiquement qu'on y a une force de suppression des gangs. Mais on a un gros problème qui est c'est que c'est international qui doit financer. Il n'est pas financé, non. Pour l'époque, c'est la même situation. Ils ont un problème de financement, oui. Donc, c'est-à-dire, en général, vous avez ça. Évidemment, vous avez aussi, dans l'administration publique, un problème d'absorption de crédit parce que nous avons des institutions de l'État qui sont extrêmement faibles, notamment quand c'est international là, qui promet tout l'argent, ou ensemble de conditionnalités, des bagages pour respecter, pas respecter. Comme nous avons de faibles capacités dans l'État, conjuguées à problème de continuité institutionnelle là, ou ensemble de prérequis pas respectés, international là, pas l'argent, pas là. Donc, faiblesse institutionnelle là, tout, les participer justement à la non-exécution des plans. Non, ça sont des questions extrêmement difficiles à poser parce que ce qui se passe, c'est que la question d'emploi en Haïti, sont questions de discussion. Parce que ce qui arrive, c'est que l'emploi en Haïti n'est pas monitoré. C'est-à-dire, personne ne peut suivre combien d'emplois économiques ont créé hier, combien il a été créé en 2023, combien il a créé aujourd'hui. Personne, pas personne qui suivre des choses comme ça. Maintenant, en ce qui concerne le secteur agricole, chiffre 46%, évidemment, son chiffre de l'OIT, Organisation internationale du travail, qui est communiqué par la Banque mondiale, ou je n'ai pour contour sur le société de la Banque mondiale. Mais maintenant, ce qui arrive, c'est que, comme tu as dit, c'est que l'emploi, ça, c'est des emplois extrêmement précaires, vulnérables, petits salaires, etc., c'est des dégagés. Mais deuxième problème, c'est que façon emploi contrôlée par OIT, ou qu'a dit, ou a bien raison sur dire le poser problème. Par exemple, pour l'OIT, il y a un ensemble de critères. Il y en a là-dedans, c'est que si ou pas sous-travail 1 heure de temps par rapport à période de référence en études employable menée, il n'est pas considéré comme monde qui est au chômage. Par exemple, en pile monde qui travaille dans l'agriculture, c'est des gens, par exemple, pour ils doivent une semaine, ils vendent un jour. S'ils vendent un jour, ils considèrent son monde qui travaille. Parce que pendant une petite période, ils ont une période de référence, son monde qui travaille. Sous pas à la recherche active d'emploi, ils n'ont pas considéré au chômage ou travail là-dedans. Donc, sous tes travail, mois passé, ou pas chercher activement, ils n'ont pas considéré dans le chômage pratiquement. Donc, ouais, c'est un chiffre qui porte à discussion. Mais ça nous dit, c'est que quand on gagne nos économies, nous dit que, par exemple, taux de chômage en Haïti, si on regarde l'OIT de manière générale, c'est autour de 30%. Mais ça va jamais dire, c'est 60% de monde pratiquement qui est en situation de pauvreté. Donc, on a un chiffre chômage là qui parle de 30%, mais situation de pauvreté c'est autour de 60%. C'est comme si dans le monde qui travaille, il y a presque moitié qui travaille là-dedans, qui travaille là-dedans, qui ça, c'est il y a travail pour que il y ait une pauvreté pratiquement. Insécurité alimentaire pratiquement. Sécurité alimentaire. L'agriculture est très importante quand on parle de sécurité alimentaire pratiquement. C'est environ plus passé moitié de la population, je dis à autour de 51%. Donc, chiffre emploi dans le secteur agricole là, il est très discutable, dépendamment de perspectives où vous voulez adopter. Est-ce que le secteur agricole là, toujours est un secteur d'opportunité? Moins quoi, je dis même gens avec Demis Vardelhomme qui quoi dans l'année 1870, Demis Vardelhomme, bon citation, monsieur dit que le moyen de tout sauver aujourd'hui à 78, monsieur dit c'est de relever en hâte le secteur agricole. Monsieur dit si nous faisons cela, nous aurons le temps de tout sauver.
Je ne vais pas dire de manière absolue tant que de l'homme, mais je crois que son secteur qui gagne opportunité. Et là-dedans, c'est que nous avons parlé tout à l'heure opportunité d'emploi, par exemple. Il se trouve qu'en Haïti, on a une main-d'œuvre qui peut qualifier. On a un ensemble de monde qui, malheureusement, par contre, lit pratiquement. Il y a des secteurs pour éponger, au secteur agricole, secteur textile, par exemple. C'est-à-dire qu'on doit faire sous-traitance. Donc, c'est-à-dire secteur agricole là important. C'est un. Mais maintenant, la deuxième chose, c'est que quand on gagne un pays qui importait pratiquement tout ce qu'on manger là-dedans, c'est qu'il y a une opportunité pour l'agriculture de substitution. C'est-à-dire que de substitution aux importations. C'est deuxième élément. Mais troisième élément, c'est qu'en général, quand nous parlons de agriculture en Haïti, nous parlons de agriculture, mais n'oubliez que agroalimentaire, là, c'est-à-dire à travers la transformation, ça représente une opportunité énorme, par exemple, pour un pays tel que Haïti pratiquement. Et donc, on considérer tout élément ça, mettez avec le fait que, si vous regardez dans les Caraïbes, là, nous parmi, en tout cas, nous avons une plus grosse population, hein, bon, nous pas compter, c'est vrai, mais c'est nous 12, pratiquement 13 millions, bien presque 13 millions aujourd'hui, c'est presque plus grosse population dans les Caraïbes, là, pratiquement. Il faut manger chaque jour. C'est-à-dire que, bon, une demande potentielle qui peut exister. Maintenant, comment répondre à cette demande en faisant travailler les agriculteurs, donc en créant de l'emploi. Donc, on considère tout élément ça. Moi, je crois que dans le secteur agricole, nous avons des potentialités, nous avons des opportunités. Mais maintenant, évidemment, il faut mobiliser les bons leviers. Le rôle de l'État, notamment dans le domaine agricole, au point qui s'allie, c'est mettre en place des politiques incitatives. C'est-à-dire, il faut des éléments incitatifs qui pour mobiliser investisseurs à mon cap lancer là. Parce que ce qui arrive avec l'entrepreneur, c'est pas rien, mais agriculture, pas rien, mais agriculture, non. L'entrepreneur a besoin de garder, est-ce qu'il y a des opportunités de profit dans tel secteur? Et qui est chargé justement à mettre cadre nécessaire pour les opportunités dans le secteur, c'est justement l'État. C'est-à-dire que il faut une vision pour l'agriculture qui est suivie, c'est-à-dire une véritable vision qui mobilise son jeu multi-acteurs, donc qui mobilise plusieurs acteurs pratiquement. Il faut des investissements publics responsables dans l'agriculture. C'est-à-dire qu'il faut un engagement manifeste de l'État pour que l'y crée tout incitatif. Et c'est à partir de ce moment que acteurs économiques suivent pratiquement. Il aurait dit que les acteurs économiques agissent aux incitations, ils répondent aux incitations. Donc, si on ne crée pas, on ne met pas en place les incitations, le secteur agricole, ça se dit, là, a toujours été pratiquement même genre. Donc, il faut que l'État soit capable de comprendre que l'agriculture, n'est non seulement une question urgente, parce que tout simplement, on a une vente pour nourrir, mais elles sont questions stratégiques de souveraineté alimentaire. Et c'est pour ça, même les économies les plus avancées, toujours un résiduel qui à l'agriculture. Parce que tout simplement, quand on bagaille avec le coronavirus, songez dans le coronavirus, tout pays ferme les frontières pratiquement. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va nourrir la population? On met toute richesse, on ne va pas nourrir la population, on ne va pas faire absolument rien, non? Donc maintenant, comment nourrir la population? Donc il faut vraiment, au moment donné, considérer l'agriculture comme étant un secteur stratégique. Et ça commence avec l'État. Et quand l'État crée un incitatif, on peut engager le secteur privé dans la chose, on peut engager le secteur international dans la chose, c'est qu'il faut un cadre favorable. Cadre favorable là, c'est que évidemment dans le conjoncturel ou bien soulevé, pour mettre en place ce cadre là même, il faut la responsabilité de l'État, pratiquement qui prend des engagements, mais des engagements déclarés par rapport à l'agriculture, qui dit que l'agriculture là, il mérite réforme, depuis qu'il y a des réformes agraires faites dans le pays. Il mérite investissement, l'État a commencé avec l'investissement public, il faut présenter un cadre favorable. Et à partir de ce moment, on va jouer un secteur privé à venir. Évidemment, on a un ensemble d'autres problèmes pour nous résoudre. Problème par exemple de circulation de marchandises dans le pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'insécurité, on ne peut pas circuler avec les marchandises. Donc, il n'y a pas de route agricole. Mango a fait gros monde, il pourrit gros monde. Mango a fait Terre-Neuve, il pourrit Terre-Neuve, il n'est pas arrivé Port-au-Prince, alors que Port-au-Prince, mango extrêmement cher. Donc, ouais, il faut qu'il y ait circulation. Donc, il faut la responsabilité de l'État qui participe à créer le cadre et ça doit commencer par une vision déclarée et assumée. C'est-à-dire, vraiment, une politique publique de développement de l'agriculture mettez en place. Il mettait en place, les suivis par les différents acteurs, l'État fait des investissements là-dedans, secteur privé et pratiquement suivent les situations. Quand on dit l'État, il y a la Banque centrale également, il y a des politiques pour croissance, il y a le secteur agricole, mais malgré tout, le secteur agricole n'a pas bénéficié de crédit. Nous avons un bon chiffre tout à l'heure, là, 0,7% au 30 septembre 2025. Et non, évidemment, l'État doit travailler sur la résilience, parce que, pas oublier, il y en a exemple, pour prendre Cyclone Mathieu, par exemple.
Cyclone Mathieu, quand cyclone Mathieu pratiquement frappé et le Grand Sud, le pays a pratiquement perdu autour de 15% de PIB. Mais c'est uniquement l'agriculture. Évidemment, il y a des actifs qui sont perdus, mais c'est l'agriculture qui était dévastée d'abord et avant tout. Et l'agriculture, quand il y a une catastrophe naturelle, l'agriculture a une tendance, bon, qui n'est pas tremblement de terre, notamment de catastrophes comme cyclone, ouragan, etc. C'est l'agriculture en général qui est victime pratiquement. Donc, on rend nous compte que ça aussi, c'est des interventions qui sont extrêmement importantes. Donc, il ne faut pas oublier ça. Ça que nous faisons, premier bagage, il faut que l'État élabore une politique publique agricole qui doit suivre et assumer. Et à ce moment-là, la fait des investissements dans l'agriculture, la intéresser des acteurs de l'international de l'agriculture, le privé va suivre et c'est comme ça justement qu'on peut donner un véritable élan à l'économie nationale. Ouais, quand tu parles de politique publique a un ensemble de caractéristiques. Politique publique émanée de l'État. C'est-à-dire que l'autorité légitime pour mettre en place politique publique, c'est l'État. Le privé qui met en place une politique privée. Le privé qui cherche opportunité pour tête-les. D'autant plus que au bon secteur privé en Haïti, qui, j'ai dit là, son secteur privatif lié. C'est-à-dire que c'est pas un secteur privé qui malheureusement intéressé au bien commun. Son secteur privé qui est intéressé malheureusement à mobiliser institutions de l'État, c'est-à-dire ils ont entré en conflit avec acteurs de l'État pour piller pays. C'est-à-dire que pour prendre richesse pays souvler aux grandes dames de la population, c'est-à-dire aux dépens de la population. Non circonstances comme ça, c'est presque on veut piller pour tant que secteur privé a dit le développer l'agriculture. Agriculture tellement son domaine qui est stratégique ou pas qu'à attendre que le secteur privé a pour venir développer. Le secteur privé c'est à la recherche de profit que lui en général. Politique publique de développement agricole là, il est d'abord et avant tout de responsabilité de l'État, puisque, j'aime ça dire, la politique publique même, dans la conception, c'est l'État qui est légitime pour mettre en place. Pour une agriculture vraiment qui produit de la richesse, pour une agriculture qui a transformé, c'est-à-dire agroalimentaire, pour une agriculture qui a innové, mais pour une agriculture qui a nourri la population et finalement pour une agriculture qui a créé emploi, pour une agriculture justement qui a exporté encore une fois, j'en ai connu peut-être longtemps, aujourd'hui évidemment avec beaucoup plus de maîtrise et quelque chose que nous avons fait avec beaucoup plus de régularité, mais également sur le long terme. Donc moi-même, je veux pas, c'est l'agriculture ça que nous avons besoin de gagner. Une agriculture qui a produit richesse, qui a transformé, qui a innové, qui a bâti emploi, mais qui a exporté en même temps. Ça média qui a porté nos situations comme ça, c'est pratiquement un rôle de groupe de pression pratiquement. Même pour les groupes de pression de manière générale, c'est que il se trouve que quand on a besoin en politique publique mettre en place, d'ailleurs, on va y aller et pratiquement comment un problème public, par exemple un problème dans le domaine agricole, c'est-à-dire on a le secteur agricole qui est en déclin, qui est en danger pratiquement, c'est presque un problème public. Quand on a un problème public, il y a un ensemble d'étapes que le cap mettait dans l'agenda politique pour que véritablement les cap fait des acteurs agissent, en particulier l'État agit. Il se trouve que il y a un critère qui gagne, c'est justement la médiatisation du problème. Donc, quand les médias, on pose des questions là pour les médias, capables de faire pression, soulever le problème, faire éducation, faire l'autre monde sensibiliser par rapport au problème, porter pression sur l'État, porter pression sur l'autre acteur, c'est déjà quelque chose d'extrêmement intéressant puisque c'est un facteur qui peut permettre le problème d'inscrire dans l'agenda politique et à ce moment-là, est capable de faire appel véritablement à la mise en place de politiques publiques responsables pour essayer d'aborder des problèmes. Donc, c'est une bonne chose que les médias, des groupes de pression de manière générale, des think tanks, justement, ils ont intéressé à ce problème qui désormais est un problème public. Si on jeune t'a dit, il n'est pas intéressé à l'agriculture parce que l'agriculture, c'est l'affaire des vieux, écoutez, m't'a dit, zami, que, ou trompe parce que l'agriculture, même j'ai tout l'autre domaine,
yo pas gen l'âge qui doit intéresser avec yo pas gen sexe qui doit intéresser avec yo, mais c'est des domaines qui chargent opportunités. Parce que quand on parle de jeunes qui t'a intéressé à l'agriculture ou l'autre secteur, on a parlé de potentiellement un entrepreneur ou bien un investisseur pratiquement. L'investisseur ou bien l'entrepreneur, c'est aller à la recherche justement de côté gain opportunité. Agriculture, gain opportunité, c'est pas vieux qui doit profiter de l'opportunité seulement, ou bien c'est pas un secteur qui est spécifiquement réservé à qui, c'est pas spécifiquement réservé aux moins jeunes, c'est pas spécifiquement intéressé aux jeunes justement. C'est des secteurs qui offrent d'opportunités pour faire l'argent. C'est des secteurs qui en difficulté, c'est vrai, mais qui gagnent opportunité. Donc, il n'est pas question de vieux. D'ailleurs, si vous même ou jeune, ou aller avec les techniques, savoir-faire que vous gagnez, maîtrise peut-être de technologie vous gagnez, ou à profiter de l'agriculture plus que mon les vieux que l'agriculture réservée pour l'IA. Même d'après vous me dites toujours songer ça, par un secteur qui doit gagner ni sexe qui est intéressé avec, c'est-à-dire il n'y a pas de gens justement dans le secteur de l'économie, même bientôt il n'y a pas d'âge. Évidemment, on l'âge où arrive à aller à la retraite ou décider pas travailler encore, mais c'est tant mieux si la jeunesse prend relève là et fait une agriculture qui est beaucoup plus moderne. D'ailleurs, moi, je crois que je dis, on ne peut pas faire agriculture sans l'apport des jeunes, parce qu'en général, ils maîtrisent beaucoup plus la technologie et en général, nous gagnons, si vous voulez, c'est pour ça qu'on dividende, un bonus démographique. C'est-à-dire que nous gagnons pile jeunes qui ont des forces de travail, qui ont un savoir, qui ont un savoir-faire. Et l'étape extrêmement intéressant si on secteur agricole qui a canalisé ou même pour tirer profit de lui. Même gens, grand-papa, ont tiré profit de lui à un moment donné. Comme je vous avais dit, c'est que, c'est l'agriculture qui est levée. Parce que papa, qu'on fait agriculture dans l'Esther, qui sont bastions du riz en Haïti. Maman, c'était dans le commerce justement de produits agricoles, notamment le riz. Maman, c'est un grossiste. Et surtout, premier article moi écrit au niveau national, c'était encore une fois sur l'agriculture pour me dire que l'agriculture a une potentialité et il a un nouvel élan à l'économie nationale. Et je dis à moi quoi encore. Et m'a fini encore avec Demis Vardelhomme, c'est que le moyen de tout changer aujourd'hui, c'est l'agriculture. Et si pratiquement on sauve l'agriculture, on aura le temps de changer pas mal d'autres choses. Peut-être que de l'homme qui ont un trop absolu, puisque c'est l'année 800, mais je dis à moi quoi que l'agriculture peut nous aider à changer beaucoup de choses dans ce pays.